Bonjour Monsieur le ministre et merci mille fois d'avoir accepté de terminer cette journée de célébration du centenaire. Je ne vais pas prendre plus de temps pour récapituler votre CV que vous n'en avez pour ensuite nous interpeller. Je vais juste rappeler que vous êtes agrégé en philosophie et docteur d'État en sciences politiques, que vous avez été ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale et de la Recherche de 2002 à 2004, que vous avez été président du Conseil national des programmes pour le ministère de l'Éducation nationale, que vous êtes membre du Conseil économique et social et environnemental, membre fondateur de l'Institut Raymond Aron, et je m'arrête là, fondateur et secrétaire général du Collège de philosophie. Je voudrais juste citer, parmi vos nombreux ouvrages, plus de 35 dans ce que j'ai reçu, deux ouvrages qui se rapprochent du thème que nous avons traité aujourd'hui. Apprendre à vivre, un traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, c'est les éditions Plomb. Et face à la crise, matériaux pour une politique de civilisation, aux éditions Odile Jacobs. Osez concevoir un monde nouveau, Monsieur le Ministre, nous vous écoutons. Un grand merci à vous. J'aurais beaucoup aimé poursuivre la réflexion ouverte par Monsieur Mogart tout à l'heure, qui est en effet une réflexion passionnante. J'ai eu l'occasion de débattre avec Rifkin il y a très peu de temps. Et je crois que si je vous ai bien compris, vous vous inscrivez un peu dans la même problématique qui est passionnante. Mais j'avais prévu autre chose et peut-être que ça se complétera malgré tout. Je voulais vous parler de deux autres révolutions que nous avons connues au XXe siècle et qui posent vraiment problème à mes yeux, qui sont toutes les deux passionnantes et qui sont à prendre en compte pour essayer d'imaginer le monde qui vient et peut-être y travailler. La première révolution, c'est évidemment l'émergence de la mondialisation libérale, avec ses caractéristiques très particulières à partir des années 80, et notamment liées à l'émergence du numérique. Et puis la deuxième révolution, qui en apparence n'a rien à voir, en vérité elle est liée à la première, c'est l'émergence au XXe siècle. Ça va vous paraître un peu surréaliste, mais vous verrez pourquoi c'est à mes yeux essentiel. L'émergence de la famille moderne, fondée sur ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire le passage du mariage arrangé par les villages, par les familles, au mariage choisi par les jeunes gens, ou d'ailleurs par les plus vieux, on peut se marier à tout âge, choisi par amour et pour l'épanouissement de l'amour. Et je pense que ces deux révolutions-là bouleversent aujourd'hui le paysage dans lequel nous allons vivre les années qui viennent, dans lequel nos enfants vont vivre. Et je voudrais vous dire pourquoi. Et vous dire pourquoi ces deux révolutions sont liées entre elles, bien qu'en apparence, elles n'aient aucun rapport. Je pense que nous vivons le moment où l'histoire de la vie privée, pour vous donner tout de suite le fil conducteur de cette petite exposé, nous vivons le moment où l'histoire de la vie privée, l'histoire de la famille, est en train d'impacter de plein fouet la grande histoire, l'histoire publique, collective et politique. Et je voudrais vous dire pourquoi ça va bouleverser le monde et nous faire entrer dans un univers tout à fait nouveau. D'abord sur la mondialisation. Donc je vais vous raconter ces deux histoires très brièvement. D'abord sur la mondialisation. Si vous aviez invité un économiste à ma place, il vous dirait tout à fait, d'ailleurs à juste titre, que la mondialisation, en gros, aujourd'hui, c'est l'entrée des BRICS dans le circuit de la consommation et de la production à l'occidentale. C'est l'entrée du Brésil, de l'Inde, de la Chine, etc., de la Russie. Bien évidemment, c'est ça, et ça nous pose quantité de problèmes de compétitivité, mais c'est en vérité 1 milliard de fois plus profond que cette approche seulement économique, même si elle est juste. La mondialisation, c'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe, car c'est d'abord une trajectoire européenne. Ces deux grands moments dans l'histoire de l'Europe qui vont nous poser à la fois un problème de pouvoir politique national, les leviers de la politique nationale ne lèvent aujourd'hui pratiquement plus rien, et un immense problème de sens. C'est-à-dire que non seulement aujourd'hui dans la politique moderne, il faut reprendre la main sur un cours du monde qui nous échappe, mais il faut aussi se demander pourquoi faire. Je disais, la mondialisation, c'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe. Sans vouloir vous infliger un cours de philosophie, le premier moment, le premier âge de la mondialisation, si vous voulez, c'est la grande révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles. Newton est le premier vrai scientifique dans l'histoire du monde, avec son fameux principe de la gravitation universelle. Et pourquoi est-ce le premier âge de la mondialisation ? Parce que, avec ces grands principes de la science moderne, avec le principe de gravitation, le principe d'inertie que Descartes formule déjà, et puis finalement, cet immense projet qui va caractériser les Lumières au XVIIIe siècle, le projet de l'encyclopédie, de répandre les connaissances jusque dans le peuple. Et vous savez que la métaphore des Lumières, elle est présente dans toutes les langues d'Europe. C'est Aufklärung en allemand, c'est Enlightenment en anglais, c'est Illuminisme en italien.
c'est l'idée de la lutte de la science contre l'obscurantisme du Moyen-Âge, contre l'obscurité de l'alchimie, de l'animisme, contre la superstition. Eh bien, cette révolution des Lumières, cette révolution de la science moderne, elle met en place, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça n'existait pas avant, elle met en place le premier discours qui est véritablement mondial. La science, les grands principes fondateurs de la physique moderne, eh bien, via les écoles, ça va traverser les classes sociales et les frontières. La science et les grandes vérités scientifiques, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, ça vaut pour les puissants comme pour les faibles, ça vaut pour les aristocrates comme pour les roturiers, en quoi la science est par essence révolutionnaire. C'est l'arrière-fond de la Révolution française, c'est la naissance de la République. Et cette révolution scientifique, cette révolution des Lumières, elle va donc, pour la première fois, mettre en place un discours réellement universel. Avant, si vous voulez, on est dans la collection contes et légendes. Il y a des mythologies, des philosophies, des religions, des littératures, mais elles sont toutes locales, comme la mythologie grecque est locale ou africaine est locale. Et donc cette révolution scientifique, elle est porteuse de ce qui aurait fait rêver le président Sarkozy, à savoir une politique de civilisation. Il ne s'agit pas simplement, avec ces lumières, avec l'encyclopédie, il ne s'agit pas simplement de comprendre l'univers, de percer à jour les mystères de la nature, mais il s'agit, à travers ce progrès des lumières, il s'agit de rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. Le bonheur, une idée neuve en Europe, dit Saint-Just. Il s'agit de la libérer des chaînes de la superstition, mais aussi de la tyrannie de la nature. Il y a un événement qui frappe tous les grands esprits au XVIIIe siècle, qui est le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Entre 50 000 et 100 000 morts dans la journée. Eh bien, tous les grands esprits, Voltaire en tête, disent au fond ceci, ils ne sont pas du tout écolos à l'époque. La nature, c'est l'ennemi avec la superstition à égalité. Mais grâce au progrès des sciences, on va pouvoir libérer l'humanité de la tyrannie de la nature et de la tyrannie de la superstition, et du coup la rendre plus libre et plus heureuse. Ça s'appelle l'idée de progrès. Et au fond, cette idée de progrès, elle va dominer l'Europe, droite et gauche républicaine confondues, ça vaut pour Jaurès comme pour De Gaulle, jusqu'aux années 70. Et aux années 70, on va voir apparaître quelque chose de tout à fait nouveau. D'un côté, l'écologie politique, et puis un tout petit peu plus tard, le mot mondialisation apparaît dans les années 80. Et on va voir apparaître ce deuxième âge de la mondialisation, et notamment boosté évidemment par l'Internet. Et qu'est-ce que c'est que ce deuxième âge de la mondialisation ? Pourquoi il va nous poser problème ? Eh bien, ce deuxième âge de la mondialisation, c'est en quelque sorte une chute de ce grand projet humaniste, républicain, progressiste, dans une infrastructure, pour parler comme le vieux Marx, qui est celle de la compétition universelle. Et ça va tout changer à notre univers, pas simplement en termes économiques, financiers ou commerciaux, mais aussi en termes de pouvoir politique et en termes de sens. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui fabriquent aujourd'hui des objets technologiques avancés, cette petite chose qu'on a tous dans la poche, c'est le symbole absolu de la mondialisation d'aujourd'hui, c'est probablement l'objet sur lequel la compétition mondiale, donc la pression à l'innovation, pèse le plus fortement. Eh bien, quand Steve Jobs était encore de ce monde, il savait au fond une chose et une seule sur ce petit objet-là. Sur le reste, il n'avait que des hésitations. Est-ce qu'on va lire la presse là-dedans ? Pas certain. Des livres, encore moins certains. Est-ce qu'on va regarder des films ? Quelles sont parmi les 700 000 applications celles qui vont marcher ? Rien n'est tout à fait certain. Beaucoup d'hésitations. En revanche, il savait une chose à coup sûr, c'est que si l'iPhone qu'il mettait sur le marché dans 3 mois n'était pas plus performant, plus innovant que celui que vous aviez en poche, il était, s'il n'y avait pas plus de pixels dans la caméra, plus de mémoire dans le MP3, etc., eh bien, il était inévitablement ravalé par le voisin et voué à la mort, ravalé par Nokia, Samsung ou un autre. Et donc, dans cette perspective-là, vous voyez où je veux en venir, l'innovation est devenue non plus un idéal, mais un cahier des charges, non plus un grand dessein, mais une obligation absolue, non plus un grand projet, mais un impératif pressé, si je puis dire, par cette compétition ouverte sur le grand large qu'on appelle la mondialisation. Et si vous y réfléchissez, par rapport à la première mondialisation, notre histoire change aujourd'hui totalement de sens. Nous n'avançons plus animés
comme pouvait encore le penser le général de Gaulle, par la représentation d'une fin, d'un grand dessein, d'un idéal, la liberté, le bonheur, le progrès, l'humanisme, les droits de l'homme, la démocratie, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais nous avançons poussés dans le dos, si je puis dire, par l'obligation, et chaque mot compte et mériterait d'être développé, mécanique, anonyme, automatique et totalement aveugle, d'innover en permanence ou de crever. Comme un vélo qui n'avance pas tombe, ou comme un gyroscope qui ne tourne pas sur son axe, finit par vaciller et par chuter du fil sur lequel vous l'avez posé. Mais le gyroscope ne sait pas pourquoi il tourne. Le patron ne sait pas pourquoi il innove. Il sait simplement que s'il ne le fait pas, il est voué à la mort, ce qui n'est pas exactement la même chose. Encore une fois, c'est une contrainte plus qu'un projet, un cahier des charges plus qu'un idéal. Et dans cette mondialisation, ce que j'appelle le syndrome du gyroscope, dans cette mondialisation, deux problèmes se posent. Un, le problème de l'impuissance publique, les leviers de la politique nationale pour des raisons structurelles, pour des raisons essentielles qui n'ont rien d'anecdotique ni de contingent, les leviers de la politique nationale ne lèvent pratiquement plus rien aujourd'hui. Si nous ne faisons pas un accord avec les Allemands, avec l'Union européenne, au niveau du G20, aucune décision n'a véritablement de sens. La croissance ne dépend pas de Bercy. C'est le premier point. L'impuissance publique croît. Elle augmente. On peut, comme homme politique, faire des bêtises, mais on peut rarement faire quelque chose d'utile. On peut accompagner le mouvement, mais ce n'est pas suffisant au niveau national si on n'a pas un accord avec les Allemands et Mario Monti ou Mario Draghi sur la BCE qui garantit en dernière instance la dette des États ou sur l'union bancaire, que sais-je encore. Tout seul, on ne peut plus s'en tirer. La politique nationale, elle est pratiquement vidée de sa substance aujourd'hui. Et puis le deuxième grand problème, c'est évidemment le problème du sens de la politique, le sens de l'action historique. Pour des raisons là aussi structurelles, qui sont des raisons essentielles, l'histoire avance avec des millions de moteurs qui sont comme des petits vecteurs dans la physique de Newton, avec une résultante. Ces moteurs de l'histoire, ce sont les dizaines de millions de laboratoires scientifiques, d'entreprises qui sont disséminés de par le monde. Rien qu'en France, il y a 3 millions d'entreprises. Et aucun d'entre nous n'a une vision claire de la résultante. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, en France, on fabriquait des bebop au moment où d'autres inventaient ça. On mettait en place le Minitel au moment où d'autres inventaient l'Internet. C'était des belles inventions, le bebop et le Minitel, mais on ne savait pas simplement ce qui se passait à côté. Et de la même manière, personne n'a prévu la chute du mur de Berlin, personne n'a prévu les grandes crises économiques récentes, même celles des subprimes, où pratiquement personne. Après coup, il y a toujours des gens pour les prévoir, mais avant, c'est assez rare. Personne n'a prévu les révolutions arabes. Qui aurait cru que Moubarak ou Ben Ali allaient se retrouver en tôle? Mais c'était inimaginable. Et tous nos ministres s'y sont trompés, y compris le ministre des Affaires étrangères. Et ô combien? Et ce n'est pas de leur faute. Jamais la phrase de Marx n'a été aussi vraie qu'aujourd'hui. Phrase prophétique et géniale. Il faut toujours relire Marx, et c'est un républicain de droite qui vous le dit. Marx avait déjà prévu ce que serait le capitalisme mondialisé lorsqu'il avait dit « Les hommes font leur histoire, mais sans savoir l'histoire qu'ils font ». Deux problèmes politiques fondamentaux, pas 50, et ce n'est pas des questions droite-gauche. Comment reprendre la main et pourquoi faire ? C'est ça, les deux questions. Comment reprendre la main sur un cours du monde qui nous échappe et pour lui donner quel sens si jamais on reprenait la main? Et c'est là que je vous raconte cette deuxième histoire, qui est une histoire de la vie privée. Je regarde ma montre, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est que je ne veux pas vous ennuyer et pas dépasser le temps. Et cette histoire, elle est absolument passionnante, elle est encore très peu connue, c'est l'histoire de la famille moderne. Et elle va, comme je vous le disais tout à l'heure, à mon sens, impacter de plein fouet la grande histoire, l'histoire publique, collective et politique. C'est seulement depuis une quarantaine d'années que les historiens, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire pour cette raison, ou l'histoire des mentalités, que les historiens, les grands historiens du Moyen-Âge en particulier, se sont intéressés à la vie quotidienne des individus dans les temps anciens. Comment on mourait, comment on mangeait, comment on se mariait, comment on élevait ses enfants. Ces questions-là, elles étaient traditionnellement, dans la grande historiographie classique, totalement absentes.
On s'intéressait à la diplomatie, aux guerres, à l'histoire économique, peut-être un peu à l'histoire culturelle, à l'histoire de l'art, mais pas à l'histoire de la vie privée. C'est très récent. Le premier grand historien de la vie privée, c'est un historien français, d'ailleurs assez génial, qui s'appelle Philippe Ariès. Il est mort aujourd'hui, mais il a créé une école avec beaucoup de disciples aujourd'hui, aux États-Unis, en Angleterre, en France, bien sûr. Si ça vous intéresse, il y a un petit livre, parce que c'est au fond le plus commode parmi tous ces livres. C'est le livre de mon ami François Lebrun, un vieil historien du Moyen-Âge. Il doit avoir 90 ans aujourd'hui. C'est un type épatant. Il a écrit ce petit livre qui s'appelle « La vie conjugale sous l'Ancien Régime », un livre magnifique sur la différence entre la famille ancienne et la famille moderne. Et puis, si vous n'avez pas envie de lire les grands historiens, lisez les grands écrivains. Il y a une petite nouvelle de Maupassant qui est absolument géniale, qui s'appelle « Jadis ». Vous trouvez ça dans la collection bouquins. Et c'est une conversation entre une grand-mère qui vit encore dans le mariage ancien, dans le mariage arrangé, ce qu'on appelait le mariage de raison, avec sa petite fille qui est déjà dans le mariage d'amour, dans le mariage choisi par amour et pour l'épanouissement de l'amour. Et cette petite fille est scandalisée par ce que lui dit sa grand-mère. Et la grand-mère est d'ailleurs très choquée par la bêtise de sa petite fille, parce que la grand-mère explique à sa petite fille que le mariage n'a évidemment aucun rapport avec l'amour, strictement aucun. La preuve, lui dit-elle, c'est qu'on ne se marie qu'une fois dans sa vie. On aime 20 fois, lui dit-elle, et elle l'encourage vivement à tromper son mari, ce qui évidemment choque la petite fille. Et que nous disent les historiens qui vont confirmer le diagnostic de la grand-mère? Que nous dit Philippe Ariès? Oh, et puis lisez Montaigne, il faut toujours lire Montaigne de toute façon, mais dans le livre 3 des Essais, il y a un chapitre 5 qui est consacré à la famille, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, il est tout à fait remarquable et typique de l'époque. Eh bien, ce que nous disent les historiens, c'est trois choses qui sont tout à fait passionnantes, et je vous les indique et je conclurai en nouant les deux fils, les deux histoires. La première chose, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour, jamais. Le mariage, comme le dit la grand-mère dans la nouvelle de Maupassant, n'a strictement aucun rapport avec le sentiment. La famille, le mariage, qui est devenu un sacrement au XIIIe siècle, le mariage a une triple finalité. On se marie pour trois raisons. Un, ce que les historiens appellent le lignage, c'est la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné. Et puis évidemment la biologie et l'économie. On n'est pas dans la société capitaliste, il n'y a pas de salariat, on est dans le monde féodal. Et par conséquent, on fait tourner la ferme, si je puis dire, on fait vivre la ferme avec la famille élargie. Il n'y a pas de salariés. Il y a les cousins, les oncles, les tantes, les neveux, quelques journaliers, mais pas de salariés. Et donc la finalité du mariage, les motifs du mariage, c'est encore une fois le lignage, l'économie, la biologie. Et on le voit très bien dans la littérature de l'époque. Je citais Montaigne tout à l'heure. Montaigne, dans ce livre 3 des Essais, dans ce chapitre 5, n'a pas de mots assez durs pour disqualifier, stigmatiser l'idée même qui lui paraît totalement absurde de mariage d'amour. Il s'adresse aux hommes et il leur dit « Messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse ». La maîtresse, c'est celle qu'on aime d'amour-passion. Tous les grands mythes amoureux du Moyen-Âge sont des mythes hors mariage. Le roi Marc, Tristan, Isolde, etc. On est mariés, mais on aime ailleurs. Et donc, Montaigne dit « Messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse. La femme, c'est bobonne, c'est celle qui tire la charrue quand l'âne est malade. On se marie pour fabriquer des enfants, mais sous les espèces du devoir conjugal, le debitum coniugale. Et les prêtres veillent à ce que les femmes ne prennent pas de plaisir dans cet acte qui est destiné exclusivement à la reproduction. » Et donc, Montaigne ajoute cette phrase incroyable. Vous savez, c'est avant l'Académie française. Il dit aux hommes, donc, messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse. Épouser sa maîtresse, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. C'était ma rubrique Amis poètes, bonjour. Mais ça vous donne l'idée de la représentation qu'on a du mariage d'amour à l'époque de Montaigne encore. Ève Ruggieri me racontait l'autre jour, je crois que c'est dans sa biographie de Chopin d'ailleurs, une anecdote qui, me dit-elle, est absolument vraie, certifiée, exacte, même si ce n'était pas le cas, comme on dit en italien. Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. C'est un aristocrate qui rentre chez lui après un long voyage à l'improviste et il trouve, hélas pour lui, sa femme agenouillée devant un de ses amis en train de faire ce qu'on appelle communément une bonne manière. Je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. La scène, hélas, ne prête à aucune ambiguïté et tout de même un peu choqué. Cet aristocrate
l'aristocrate s'exclame « Mais enfin, madame, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit rentré dans la pièce. » Là, je la trouve géniale. Parce que, évidemment, faute d'amour-passion, il n'y a pas de jalousie, mais il y a la bienséance. Bon. Deuxième enseignement des historiens, je vais vite, mais je pourrais vous en raconter longuement, parce que c'est vrai que cette littérature est en plus très drôle, c'est une histoire extrêmement amusante. Et vous verrez que je ne m'écarte pas du sujet, parce que ça dessine en effet le monde qui vient, et qui reste encore à inventer. Et oui, il faut partir de l'ancien pour penser le nouveau, sinon je vous garantis qu'on n'y arrive pas. Et vous verrez pourquoi dans très peu de temps. Le deuxième enseignement des historiens, c'est que non seulement on ne se marie pas par amour, mais de toute façon, on ne se marie pas. On est marié, c'est le fameux mariage arrangé, le mariage de raison. On n'est pas simplement marié par les parents, comme dans les pièces de Molière, Le Malade imaginaire ou L'Avare, mais on est marié par le village tout entier. Le mariage est un enjeu communautaire. Il s'agit de mettre ensemble des familles qui se sont fâchées, de les réconcilier par le biais d'un mariage, de mettre ensemble des parcelles de terrain qu'on cultivera plus facilement, exactement comme au niveau de l'aristocratie, on met ensemble des provinces ou des pays. L'enjeu du mariage est communautaire. Une pratique le montre qui a traversé tout le Moyen-Âge, c'est la pratique du charivari. Lorsqu'un homme est cocu, on va le chercher dans son champ, on l'assied à l'envers sur un âne, ça s'appelle la zouade. On lui fait traverser le village sous les crachats, les colibets, les insultes et quelques coups. Et on remet les deux époux dans leur maison. Et là commence le charivari. On va taper sur les murs de la maison jusque parfois à 48 heures avec des pelles, des pioches, des poêles, des casseroles, tout ce qui fait du bruit pour rappeler la loi de la cité, qui est la loi de la fidélité. Et ça a passionné les historiens parce que ça prouvait que le mariage n'était pas un enjeu de choix individuel des jeunes mariés, mais l'enjeu de toute la communauté. Comme c'est elle qui avait marié les jeunes gens, c'est elle qui rappelait la loi de la cité. On est dans le communautarisme. Le troisième enseignement, comment avons-nous inventé le mariage en Europe? Et là, vous allez voir se mettre ensemble les deux traits du temps présent, le capitalisme moderne et l'histoire de la vie privée, qui vont dessiner en effet le paysage dans lequel nous et nos enfants surtout vont vivre. Et par exemple, tout le débat sur le mariage homosexuel aujourd'hui est directement lié à cette histoire qui est l'histoire de la déconnexion entre le principe nouveau du mariage qui est l'amour et les principes traditionnels, filiation, économie, biologie, etc., lignage. Le troisième enseignement des historiens, c'est comment est né le mariage d'amour, le mariage choisi en Europe. Eh bien, ce mariage, c'est justement une invention du capitalisme moderne. Pourquoi ? Je vous donne le raisonnement très rapidement, mais il est extrêmement profond et il a des ramifications quasiment sans fin. Mais je vais, comme on dit chez moi, essayer de faire tenir la dinde dans le marron. L'idée est la suivante, c'est que lorsque le capitalisme nous sort du régime féodal, lorsqu'on invente le salariat, eh bien, ce salariat va avoir un effet d'arrachement des individus par rapport aux communautés villageoises où ils étaient mariés, je ne dirais pas de force, mais sans qu'on leur demandât leur avis. Imaginez la trajectoire, par exemple, d'une gamine de 14 ans, 15 ans, une petite Bretonne qui va monter à la ville de Nantes, travailler dans une usine où on fabrique des boîtes de sardines. Eh bien, cette petite gamine, elle va bénéficier d'une double liberté tout à fait nouvelle qui va lui permettre non plus d'être mariée, mais de se marier. Elle va d'abord, première liberté, en s'éloignant du village, elle va créer une distance avec le poids du contrôle social du village, qui va lui permettre de résister à la pression des marieurs, si je puis dire, de ceux qui veulent la marier avec le untel qui habite là-bas, au coin de la rue, et qui lui est destiné de toute éternité. Et puis la deuxième liberté, vous le savez bien, mesdames, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si petit soit-il, le salaire va permettre à cette jeune fille de disposer d'une autonomie matérielle, d'une autonomie financière qui va lui permettre d'avoir, si je puis dire, les moyens de sa politique. Elle va pouvoir dire non au village. Je ne veux pas me marier avec le un tel, je préfère me marier avec le jeune homme qui travaille là-bas à l'établi, ce jeune homme bien fait pour lequel j'éprouve du sentiment. Et c'est comme ça que le mariage choisi et le mariage d'amour, qui ne font qu'un, vont progressivement naître d'abord dans la classe ouvrière, bien avant la classe bourgeoise, où on évite les mariages morganatiques et les différences de patrimoine et de classe sociale, et avec évidemment 3 conséquences sur lesquelles je conclurai et qui vont préfigurer notre monde. Première conséquence, évidemment, l'invention du divorce.
Si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, vous le fondez sur du sable, comme chacun d'entre nous le sait. Le problème du couple moderne, c'est comment transformer la passion des débuts, qui dure 3 ou 4 ans, et encore quand tout va bien, en quelque chose qui dure 30 ou 40 ans. Une amitié amoureuse, ça peut être mieux que la passion, peut-être, mais ce n'est pas la même chose. Et la preuve que cette transition est très difficile, c'est que 60% de nos mariages, aujourd'hui, dans la vieille Europe, se terminent par un divorce. 1884, la loi sur le divorce. N'idéalisez pas le passé. Ce n'est pas que la famille va mal, elle va mieux que jamais. Elle est notre avenir. Mais fondée sur l'amour-passion et la liberté, elle est évidemment beaucoup plus fragile que la famille traditionnelle où le fait de ne pas s'aimer n'était pas un motif de divorce. La deuxième conséquence, c'est un amour des enfants exponentiel. Au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants. Il faut le dire et le redire, contrairement à une idée reçue qui est stupide, l'instinct maternel, tout ça. Oui, ça existe un peu, mais très peu finalement. Au Moyen-Âge, dans une famille pauvre, et là on a des quantités de travaux maintenant des historiens qui sont extrêmement surprenants. La mort d'un enfant est beaucoup moins grave que la mort d'un cochon ou d'un cheval. Le petit Pousset est une histoire vraie. Jusqu'au XIXe siècle, 30% des petits Français sont abandonnés. C'est une mise à mort. Pratiquement autant sont mis en nourrice dans les classes pauvres. Et dans mon livre, je cite le cas d'une nourrice à laquelle on confie 13 enfants. Elle n'en rend pas un seul vivant, c'est fait pour. Elle n'est pas mise en examen pour autant. Et dans les homélies des prêtres, on retrouve partout, constamment, jusqu'au XIXe siècle, cette admonestation faite aux parents. Ne dormez pas avec les nouveau-nés. Ils font comme les cochons, les truies, quand elles ont des petits cochons, tous ceux qui connaissent la campagne connaissent ça, on retire immédiatement les porcelets à la truie parce qu'elle se roule dessus, qu'elle les écrase. Là, c'est le père de famille qui fait le travail. Et évidemment, c'est fait exprès, comme on peut le voir d'après, encore une fois, ces documents très précieux que sont les homélies des prêtres. Conclusion. Et j'en viens au monde qui vient. Ce que nous vivons, chers amis, de très important, peut-être même encore plus important que la révolution énergétique évoquée tout à l'heure. Ce que nous vivons et le monde dans lequel nous allons rentrer va, à cause de cela, radicalement changer d'allure. Ce que nous vivons, c'est une véritable révolution dans l'ordre du sacré. Et ça va ne faire que croître et embellir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le sacré, ce n'est pas simplement le religieux opposé au profane, ça c'est la définition des dictionnaires. Le sacré, ça s'entend en français, c'est ce pourquoi on peut se sacrifier. Des valeurs m'apparaissent comme sacrées quand je peux donner ma vie pour elles, ou en tout cas la risquer. Le sacré, c'est le lieu du sens. Il y a un film qui ressort aujourd'hui, Laurence d'Arabie. Omar Sharif, je crois, prononce cette phrase, un vieux proverbe arabe, paraît-il. Un homme qui n'a jamais rencontré dans sa vie un motif de la perdre est un pauvre homme parce qu'il n'a pas rencontré le sens de sa vie. C'est par rapport à ce qui est sacré que, implicitement, explicitement, la question du sens de nos vies, de ce qui est vraiment important, se décide. Eh bien, dans l'histoire européenne récente, ce que j'appelle récente, c'est l'histoire depuis la Révolution française, dans l'histoire politique depuis la Révolution française, il y a eu 2 grandes figures du sacré. Le sacré, c'est l'histoire des guerres. Pourquoi les êtres humains, pour quelle grande cause mortifère ont-ils accepté de partir, comme on dit, la fleur au fusil ? C'est ça l'histoire du sacré. C'est donc l'histoire des guerres, l'histoire des morts violentes. Eh bien, il y a, dans l'histoire récente, je laisse Dieu de côté, la Saint-Barthélemy de côté, dans l'histoire depuis 1789, il y a 2 grandes figures du sacré en Europe qui ont donné du sens à la politique. D'un côté, l'idée de nation, la patrie. Dieu sait qu'on est mort en masse pour la patrie. La dernière guerre mondiale a fait 53 millions de morts, ce qui est quand même pas mal. Souvenez-vous que quand le général est mort, le général de Gaulle, la moitié de la presse a titré « La France est veuve ». Demandez-vous pour quel homme politique aujourd'hui, si jamais il venait à passer sous un autobus, mais oui, ça fait rire même quand on y pense. Libération ou le Figaro même pourrait produire un titre pareil sans faire hurler de rire la France entière. Eh bien, la nation a droit de donner du sens, et quel était le foyer de sens sacré, sacrificiel ? À gauche, c'était évidemment la Révolution. En 68, mes camarades, qu'ils fussent maoïstes, trotskistes, anarchistes ou communistes, étaient révolutionnaires. Et au fond, la nation et la révolution étaient comme les foyers de sens, au sens où, dans un tableau en perspective, c'est le point de fuite qui donne du sens et des proportions à l'ensemble. C'était ça, le sens sacré de la politique. Et ça causait des morts et des guerres.
Eh bien, je prétends que sous l'effet de la grande déconstruction des traditions qui a marqué le XXe siècle, et qui est d'ailleurs animée secrètement par le capitalisme moderne, par la mondialisation, ces deux grands foyers de sens ont très largement disparu. Il y a des patriotes dans la salle, il y a des révolutionnaires, peut-être pas, mais d'ailleurs, notre petit facteur à grosse joue, ça lui est passé avant que ça me revienne, comme on dit. Il ne va pas mourir pour l'augmentation du SMIC, il deviendra comme le camarade Mélenchon révolutionnaire dans les urnes, ce qui est très bien. Mais encore une fois, ces deux foyers de sens, ils sont aujourd'hui non pas totalement liquidés, mais ils sont comme des coupes de champagne éventées. Je veux dire par là que même les plus patriotes d'entre vous n'accepteraient plus de voir mourir leurs enfants de 17 ans, comme au Chemin des Dames en 1917, Général Nivelle, 360 000 morts en 6 semaines pour rien du tout. Personne, aucune famille aujourd'hui n'accepterait ça, même si c'est une famille de patriotes. Qu'est-ce qui vient à la place? Et ce sera ma conclusion. Quel est le monde qui vient? Est-ce que nous vivons, comme le disent certains de mes amis, le désenchantement du monde, l'ère du vide, la mélancolie dépressive et démocratique? C'est une ânerie. Ce que nous vivons, c'est quelque chose d'historique, quelque chose qui arrive peut-être une fois tous les 1000 ou 2000 ans, plus important à mes yeux encore que la Révolution française. C'est justement l'émergence d'une nouvelle figure du sacré, ce que j'appelle la sacralisation de l'humain, ou le sacré à visage humain. Posez-vous la question à vous-même, pour qui ou pourquoi vous seriez prêt à risquer votre vie? C'est ça la question du sacré. Réponse pour l'immense majorité d'entre nous, les seuls êtres en Europe, toute cette histoire n'est que européenne évidemment, au départ, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies, ce sont des personnes de chair et de sang. Pas des abstractions. Dieu, la patrie, la révolution peuvent toujours courir, et à mon avis, tant mieux. En revanche, pour les êtres que nous aimons, qui sont sacralisés par l'amour, eh bien, c'est l'histoire de la vie privée qui impacte ici l'histoire de la vie publique et collective. Nous serions prêts à faire énormément de choses, y compris à risquer nos vies, parfois même à les donner. Et qu'est-ce que ça commande sur le plan collectif, public et politique? Et c'est là que mon exposé rejoint pour une part celui de M. Maugart. Eh bien, ça donne la seule question politique nouvelle depuis la Révolution française. Et ce n'est pas pour rien que l'écologie politique, quoi que j'en pense par ailleurs, je n'ai pas grande affection pour des gens qui ont quand même inventé un drôle de rapport à la politique, c'est la participation sans soutien. C'est quand même une figure assez nouvelle dans les gouvernements démocratiques, mais enfin, je laisse ça de côté. Ils ont en tout cas, ces écologistes politiques, mis le doigt sur la seule question nouvelle, qui est la question des générations futures. C'est-à-dire la question, quel monde allons-nous laisser à nos enfants, à ceux que nous aimons le plus, à notre jeunesse. Vous voyez, j'ai terminé, ce n'est pas une question personnelle. Quand je suis ministre de l'Éducation, je ne suis pas assez cinglé pour faire une réforme exclusivement pour mes 3 filles. Je la fais pour tous les petits Français. Enfin, si tant est que je puisse faire une réforme. Mais c'est évidemment pour l'ensemble. C'est du collectif, c'est pour l'humanité. Mais c'est la jeunesse, la question centrale. C'est ça, la révolution du sacré. Et cette question des générations futures, ce n'est pas simplement la question de l'énergie, ce n'est pas simplement la question de l'environnement, c'est toutes les questions politiques fondamentales qui vont se regrouper sous cette problématique nouvelle qui donne du sens à la politique. C'est la question de la dette publique, est-ce qu'on va leur laisser une ardoise ? C'est la question du choc des civilisations, est-ce qu'on va leur laisser un monde en guerre? C'est la question de l'avenir de la protection sociale dans ce jeu de massacre et de dumping qu'est la mondialisation. Est-ce qu'on leur laissera de quoi payer les retraites, l'assurance chômage, etc., etc. Et donc ce sont toutes les grandes questions politiques qui, je le prétends, vont se réorganiser, non plus sous l'égide de la nation, non plus sous l'égide de la révolution, mais sous l'égide de cette problématique des générations futures. Quel monde allons-nous laisser à ceux qui viennent? Est-ce que les politiques seront capables de le comprendre? J'ai essayé d'expliquer ça à mon ami Sarkozy pendant des heures et des heures. Je n'ai jamais réussi à le convaincre de quitter la ligne Buisson et de parler d'autre chose que de frontières et de viande halal. Je le regrette infiniment et je suis absolument convaincu qu'il a perdu les élections pour ça. Et je suis très hésitant sur le reste du personnel politique. Je ne les trouve pas... ils sont très intelligents, ils sont pleins de capacités intellectuelles, ils ont des connaissances partielles sur l'économie, le budget, mais sur la vision globale, c'est quand même un monde extraordinairement décevant, en tout cas tel que je l'ai vécu. Je vous fais part de ce sentiment. Et je suis donc très hésitant
j'ai le syndrome du grand névrosé obsessionnel. Vous connaissez peut-être cette histoire. La névrose obsessionnelle, le syndrome, c'est l'hésitation. Est-ce que j'ai fermé le gaz? Est-ce que j'ai fermé la porte du garage? Alors vous et moi, enfin je dis vous et moi par hypothèse, on va vérifier 1 ou 2 fois, peut-être 3 fois, c'est déjà mauvais signe, 4 fois, c'est direction hôpital psychiatrique d'urgence. Mon névrosé obsessionnel, lui, vérifie 50 fois et ça l'empêche de vivre. Alors c'est un grand névrosé obsessionnel qui, au bout de 25 ans d'analyse, va chez son psy un matin et lui dit « ça y est, je le tiens, je suis guéri ». Là, pour le coup, c'est le psy qui est hésitant. Il le regarde dans le fond de l'œil et lui demande à quoi il voit ça. Et l'autre lui répond « autrefois, j'étais hésitant, aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr ». Eh bien, je suis dans le même état, chers amis. Merci de votre attention. C'est idiot, mais il me fait rire. Un grand merci à vous.